Hein Bonjour à tous. J'ai constaté que la plupart de mes abonnés étaient des personnes qui aimeraient bien apprendre les bases aux échecs. Par conséquent, je me suis dit que j'allais faire une playlist consacrée aux plus débutants d'entre vous. Et voici maintenant un ordre dans lequel je vous conseille de progresser. 1. Apprendre le déplacement des pièces aux échecs, parce que quand même, c'est la base. Si on veut pouvoir jouer, faut connaître ça. 2. Regarder des schémas de maths, c'est la manière la plus directe de gagner aux échecs. 3. Apprendre les ouvertures, il faut connaître des ouvertures, c'est très efficace en partie. Et enfin, 4. Résoudre des problèmes tactiques. Il faut s'entraîner à résoudre beaucoup de problèmes tactiques dans sa vie pour pouvoir les appliquer après en partie. Mais ça vient après tout le reste. On va maintenant aller regarder l'échiquier pour voir, comme vous l'aurez deviné dans cette vidéo, le déplacement des pièces. Tout d'abord, il y a les pions. Alors vous allez voir que rien que le déplacement des pions et des pièces, c'est assez hard. Du coup, après cette vidéo, je vous conseille de faire une partie contre vous-même, de lancer ouais, au moins une dizaine de parties contre vous-même ou contre l'ordinateur. Peu importe si vous gagnez ou pas, hein, mais juste histoire de bien assimiler le déplacement de tout ça. Tout d'abord, on a les pions. Pour développer ces pièces, par exemple le fou ici, il faut savoir que tant qu'il y a, par exemple, le pion E devant le fou, eh bien, on ne pourra pas sortir le fou. Imaginez, vous êtes en randonnée, vous essayez de passer, mais il y a un arbre qui vous bloque le passage. Étant donné que vous avez toujours pas battu la première arène et que vous ne disposez pas de la CS Coupe, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas passer. Bah les pièces c'est pareil, elles peuvent pas passer devant les pions. Donc on va commencer par pousser les pions avant de pouvoir sortir ces pièces. Alors un pion, ça se déplace, je vais faire des flèches, ça se déplace comme ça. C'est-à-dire que tant qu'un pion est à sa position initiale, il peut se déplacer de 2 cases. Mais une fois, vous voyez, mais une fois qu'il a bougé, il ne peut se déplacer plus que d'une case. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un point ici. Bah, c'est là où peut se déplacer là où peuvent se déplacer les pions et les pièces en fait. Donc vous voyez là, il peut se déplacer plus que d'une case maintenant qu'il a déjà bougé de sa position initiale. Voilà. Par exemple, bien qu'un pion se déplace en avant, eh bien, il ne pourra pas manger un pion qui est devant lui. Il peut manger comme ça et comme ça. Il peut manger une case en diagonale. C'est-à-dire que, par exemple, le pion E5, là, il ne peut pas le manger. Mais si un pion venait en D5, eh bien, je refais les flèches là et là. Ça veut dire qu'il pourrait le manger. Vous voyez? Si un pion a avancé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut plus reculer. Il est obligé d'avancer. Enfin, obligé non, puisque vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, tac, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez jouer G3, des trucs comme ça. Mais en tout cas, un pion ne pourra pas reculer. Voilà. On va maintenant voir la prise en passant. Alors ça, c'est assez difficile à assimiler. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous passez au déplacement suivant et puis vous essayera d'assimiler ça plutôt à la fin de la vidéo. La prise en passant, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je vais jouer des coups random. Tac, tac. Ah oui, à noter que euh, même si un pion est toujours à sa case initiale, il n'est pas obligé de se déplacer de 2 cases. Il peut se déplacer d'une seule case. Ça, vous avez le choix. Donc, je reviens à la prise en passant. Je vais jouer les coups random. Tac, tac. Euh, Étant donné que le pion E5, je le répète, peut contrôler la case F6 et D6, étant donné qu'il peut manger une case en diagonale. Par exemple, si un pion avance de 2 cases à côté de lui et qui vient à côté de lui comme ça, eh bien on peut manger une case en diagonale comme si le pion était en F6 en fait. Voilà, je refais. Si un pion vient en F5 ou en D5, ou en D5, c'est pareil, eh bien on peut le manger une case en diagonale. Voilà, c'est tipeur. Un cavalier se déplace en L. Je vais faire des flèches comme ça. Vous voyez, un, 2, tac. Là, ça fait un L. Je vais mettre les cases en rouge, vous voyez que... Pardon. Vous voyez... Ah, j'y arrive plus. C'est bizarre. Voilà. Bref, un cavalier se déplace en L. Vous voyez que là, les flèches, ça fait des L. Vous voyez qu'en 3 coups, il pourra arriver de la case G1
à la case D3. Euh, Étant donné qu'il se déplace en L, lui par contre il peut passer devant les pions. Je vais faire des mouvements comme ça avec les cavaliers, histoire que que vous compreniez bien, pardon. Tac, 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 voilà. Ça se déplace, ça se déplace comme ça. Là, il peut aller en D4. Mais bon, ce cavalier-là peut juste le manger. Bref. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, cavalier F3, E5. Est-ce que le cavalier peut manger le pion E5 ou pas? Eh bien oui, étant donné que le cavalier en F3 se déplace en L et qu'il peut se déplacer comme ça. Hop là. Les cavaliers, c'est qu'un cavalier est extrêmement fort vu que ça a un déplacement à longue portée, mais ça ne vaut que 3 points parce que en fait, plus il y aura de pions sur l'échiquier qui contrôleront des cases et plus le cavalier aura de mal à se déplacer sur l'échiquier. Par exemple, je vais faire, je sais pas, je vais commencer par jouer ça. Admettons, le cavalier veuille venir en E5. Bah, les noirs vont jouer D6. Et comme ça, le cavalier pourra pas venir en E5 parce que le pion pourrait juste le manger. Voilà pour les cavaliers, c'était plutôt rapide. Alors maintenant, on va passer aux fous. Comme je le disais tout à l'heure, les fous sont un peu obstrués par, enfin, sont obstrués par les pions. Par conséquent, on va devoir, par exemple, si les blancs veulent sortir leur fou case blanche, ils vont devoir jouer E4, ils vont devoir avancer le pion pour libérer la diagonale de ce fou qui va enfin pouvoir avancer sur l'échiquier. Les noirs vont en faire de même. Et là, les blancs peuvent mettre leur fou sur n'importe lesquelles de ces cases blanches. A noter que, étant donné qu'un fou se déplace uniquement en diagonale, un fou de case blanche doit rester uniquement sur les cases blanches. Il ne pourra pas passer sur une case noire par miracle. Pareil pour un fou qui est sur les cases noires, etc. Donc, bon, voilà, on va peut-être pas le mettre en A6 ce fou, sinon il se ferait juste manger par ce pion-là. Fou C4, admettons, les noirs pareil. Fou C5. Et voilà. Un fou se déplace en diagonale, vous voyez que hop, hop, vous voyez, ça se déplace comme ça. On dit que un fou est plus fort qu'un cavalier, mais en réalité, ça c'est. Le fou et le cavalier valent tous les deux 3 points. Si un fou est plus fort qu'un cavalier, ça c'est valable uniquement si on a la paire de fous, puisque les deux fous contrôleront des diagonales. Je vous donne un exemple. Alors, c'est dans cette variante-là, dans cette ouverture-là, hop, 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 hop. Vous voyez que les blancs, ici, ont sacrifié deux pions, mais leur compensation, c'est que ces fous contrôlent ces deux diagonales-là. Et vous voyez que rien qu'avec les flèches que je mets ici, ça a l'air vraiment très fort. Si les noirs font une erreur, ils risquent de prendre pas mal cher. Avec ces diagonales très, très ouvertes que contrôlent les fous. Et ça illustre bien cette puissance de la paire de fous. En revanche, si vous avez un fou et un cavalier, et que vous avez déjà perdu un de vos deux fous, bah en fait le cavalier sera aussi fort que le fou, tout simplement. Après, c'est surtout mon avis personnel. C'est bon, vous me suivez toujours? On va passer à la tour. La tour se trouve ici et quant à elle, elle vaut 5 points. Donc vous voyez que comme le fou en début de partie, elle est obstruée par les pièces, on va donc devoir trouver un moyen de la développer. On peut par exemple jouer H4 pour jouer plus tard tour H3. Vous voyez, la tour se déplace uniquement en ligne droite. Uniquement en ligne droite. Par exemple, je vais faire pareil avec les noirs pour que vous voyez H5 pour qu'ils développent leur tour en H6. Voilà, tour H3. Et là, cette tour peut se déplacer comme ça et comme ça. Elle a maintenant accès à toute la rangée 3. Je vais faire pareil avec les noirs, tour H6. Donc voilà, je vais faire un peu des coups au pif pour que vous voyez bien comment la tour se déplace. Tac. Je vais sortir les autres. Tac, 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 tac. Alors, le meilleur moyen de développer sa tour, c'est pas en jouant H4, H3, mais plutôt en roquant
Mais ça, le petit roc ou le grand roc, comme on les appelle, on verra ça à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je vais dire d'autre là-dessus? Une tour vaut 5 points donc. La tour est très forte mais est assez difficile à sortir, à mettre en jeu. On va maintenant passer à la pièce la plus forte de l'échiquier, la dame. Vous voyez que la dame se trouve ici chez les blancs et ici chez les noirs, c'est cette pièce-là. La dame se déplace, en fait elle a le même déplacement que le fou et que la tour. Elle se déplace en diagonale et en ligne droite. Voilà ses déplacements en gros. Et voilà pourquoi c'est une pièce extrêmement forte. Elle vaut 9 points. Alors, pour que vous voyez bien la puissance de la dame, je vais faire mal jouer les noirs exprès. C'est euh, cette, c'est cette variante-là. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et là, vous voyez qu'une dame qui est au centre de l'échiquier, je vais vous montrer les cases qu'elle contrôle. Elle contrôle cette case-là, et elle contrôle ces cases-là, celle-ci, 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 celle-ci. Donc vous voyez que le fait de contrôler des cases aux échecs, j'en profite pour vous le dire au passage, c'est vraiment très important. Il faut contrôler les cases, avoir la maîtrise de l'espace. Par exemple, étant donné que je viens de vous montrer avec toutes ces flèches, toutes les cases que contrôlait la dame, par exemple, les noirs ne pourraient pas jouer E5 parce que la dame pourrait juste prendre le pion. Euh, Admettons, il joue ça, si les pions venaient à se mettre, je sais pas, enfin, si le cavalier n'était plus protégé par rien, admettons, la dame pourrait juste prendre le cavalier. Bon, là, elle peut pas, vu qu'il y aurait juste pion prend. Mais admettons que le cavalier serait protégé par rien, avec le cavalier qui vient en F6, la dame pourrait le prendre. S'il y avait une dame, enfin plutôt un fou sur cette case B6, admettons, bon là on en est très loin vu que le fou de case noire des noirs est encore en F8. Donc je vois pas trop comment il pourrait arriver en B6 en si peu de temps, mais bref, admettons qu'il soit là et qu'il n'y ait pas le pion pour le protéger, qu'il soit en A5, bah la dame pourrait juste le prendre. Enfin, il y a la dame qui protège, mais bref, vous voyez, c'est pour illustrer. Voilà en quoi la dame est une pièce très forte. Attention cependant, parce que si les noirs avaient mieux joué, par exemple que le cavalier était encore en B8, eh bien il pourrait arriver en C6 et on appelle ça gagner un temps sur la dame vu qu'il menace déjà de manger la dame. On serait donc obligé de déplacer sa dame sinon elle se ferait manger pendant que les noirs développent leurs pièces de leur côté. Voilà pourquoi il ne faut pas développer sa dame trop rapidement sur l'échiquier sans réfléchir parce que sinon on va devoir la reculer à chaque fois pendant qu'elle va se faire attaquer. Et les noirs de leur côté, enfin en admettant qu'on joue les blancs, hein, les noirs de leur côté euh, auraient un jeu de plus en plus développé. Pendant que nous, on serait occupé à reculer sa dame et on ne pourrait pas en profiter pour développer nos autres pièces. Pardon. Ok, si jusque-là vous me suivez toujours, on peut passer au déplacement du roi. Alors, il faut déjà noter que le roi n'est pas la pièce la plus forte de l'échiquier, mais c'est la plus importante. C'est-à-dire que, eh bien, pour gagner une partie, il suffit tout simplement d'enfermer le roi adverse. Donc, si vous ne le mettez pas rapidement en sécurité, vous risquez de très rapidement vous retrouver avec la même tête que moi dans une de mes miniatures, n'est-ce pas? Du coup, le déplacement du roi, en fait, c'est un carré. C'est-à-dire que vous faites un carré autour du roi, voilà. Pardon. Bon, je vais commencer par le déplacer au centre de l'échiquier pour qu'on voit mieux. Même si je vous les conseille fortement de le faire, étant donné que il doit être normalement bien en sécurité derrière les pions, bien protégé et tout. Je vais montrer les cases de déplacement. Donc vous faites un carré autour du roi. Je vais y aller lentement, sinon ça va encore faire n'importe quoi. Tac, tac, tac. Voilà les cases de déplacement du roi. Il peut se déplacer ici, 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 ici. Il peut se déplacer en carré. Il peut se déplacer d'une case à droite et à gauche, en avant, en arrière, et d'une case en diagonale. Voilà pour le déplacement du roi. Et enfin, là, vous avez intérêt à prendre un bon gros doliprane parce qu'on va passer au petit roc et au grand roc. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à mettre le roi en sécurité. Le petit roc est beaucoup plus courant que le grand roc. Le petit roc, je montre. Je vais faire des flèches, c'est ça. Vous vous posez sans doute la question comment est-ce que le roi peut arriver en G1 alors qu'il peut se déplacer que d'une case à droite?
ou à gauche, etc. Bah en fait, c'est assez compliqué. Le roi va venir en G1 s'échanger avec la tour qui arrivera en F1. Bon, pour l'instant, vu que le cavalier est en G1 et que le fou bouge le passage, il va falloir commencer par développer ces deux pièces-là si on veut faire un petit roc, qu'on appelle ça. Par exemple, 4-5, tac, tac, c'est 4. Et là, vous voyez que, étant donné que la case F et G sont toutes les deux libres, eh bien on va enfin pouvoir faire un petit roc. Par exemple là-dessus, on peut jouer petit roc, je montre, le roi arrive en G1 et la tour en F1. Ce coup est vraiment en réalité très utile parce que ça met le roi en sécurité et ça développe la tour. La tour qui on pourra mettre en E1 qui protégera le pion en E4 et qui sera sur une colonne ouverte. Voilà, pour le grand roc, c'est exactement le même délire. Pour le grand roc, le roi va se déplacer pareil de 2 cases vers la gauche et la tour arrivera en D1. Je montre. On va commencer par développer le cavalier. Tac, tac, admettons pour protéger ce pion. Ici, on sort le fou de case noire. Bon, y a toujours la dame qui empêche, qui obstrue la case C, qui empêche le roi de se déplacer. Admettons petit roc pour les noirs. Vous voyez, là, les noirs peuvent jouer petit roc. Je remontre, le roi arrive en G8 et la tour en F8. Comme ça. Donc admettons que je déplace la dame. Et maintenant que ces 3 cases sont libérées, les blancs vont pouvoir jouer le grand roc. Par exemple ça. Le roi arrive en C1, il se déplace de 2 cases vers la gauche pour grand roc et de 2 cases pour la droite vers la droite pour petit roc, je le rappelle. Et la tour arrivera une case à côté du roi. À droite du roi si on fait grand roc et à gauche si on fait petit roc. Alors, pourquoi est-ce que le petit roc est plus joué que le grand roc? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces coups? Eh bien, le petit roc, ça demande moins de développement. Ça demande de sortir uniquement le cavalier et le fou pour libérer les 2 cases, alors que le grand roc, c'est plus long. Puis, un autre inconvénient du grand roc, c'est que le roi est moins en sécurité sur la case C que sur la case G. Par contre, le gros avantage du grand roc, c'est que la tour est directement développée. Vous voyez que là, la tour contrôle déjà cette grande colonne. Et en plus, il y a un vis-à-vis avec la dame si à tout hasard ce pion et ce fou venaient à ne plus être, sur la colonne D, eh bien on aurait directement ce vis-à-vis avec la dame. Voilà, c'était tout pour les rocs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a instruit et appris et que ça vous a donné envie de jouer aux échecs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Abonnez-vous et à la revoyure.